L'aube se lève sur l'une des plus anciennes villes du monde. Sanaa, capitale du Yémen, ce pays des confins de la péninsule arabique, voisin de l'Arabie saoudite et faisant face à la Somalie. C'est une vague immense qui surgit à chaque coin de rue, incontrôlable. Un cri qui peu à peu envahit les villes, le cri des femmes du Yémen. Depuis 2 ans, les femmes yéménites se soulèvent, comme l'ont fait les Tunisiennes et les Égyptiennes. Un soulèvement qui perdure et dont on ne sait presque rien. Ces femmes jusque-là invisibles, longtemps interdites de parole, sont devenues les meneuses de l'une des plus longues révoltes du printemps arabe. Notre tournage commence en janvier 2012, près d'1 an après le début de la révolution yéménite. Nadia veut nous faire découvrir la lutte de son peuple. Étudiante en sciences, elle s'est improvisée photographe et caméra-woman dès les premiers jours du soulèvement. Nous sommes des témoins rares, dans un pays où les visiteurs étrangers n'osent guère s'aventurer. On n'a pas d'armes, on est pacifique. Une révolte non violente, que le reste du monde semble avoir oubliée. Le Yémen est encore trop souvent associé aux bases arrières d'Al-Qaïda et aux prises d'otages. Il n'y a plus de touristes, très peu de journalistes. Le danger est omniprésent. Nous avons pour consigne de surtout ne pas sortir de Sanaa, la capitale. Pour l'instant, l'insurrection pacifique semble avoir éloigné les risques de kidnapping. La raison pour laquelle je suis descendue dans la rue, c'est pour le Yémen, pour mon pays, et pour aller vers un État démocratique et moderne. Au début de la Révolution, mon père m'a donné cette caméra en me disant de filmer tout ce qu'il se passe, pour témoigner. Il m'a dit « donne-le aux médias, filme pour ta génération ». Nadia sillonne sa ville, partout c'est l'insurrection. Même à la grande prière du vendredi, où dans le coin des femmes, toutes les générations se retrouvent pour décider des manifestations à venir. Mets-toi devant la photo d'Ali Saleh. Je déteste Ali Saleh. C'est lui qui a détruit le Yémen. Moi, je le considère comme un gang, lui et sa famille. Ils ont essayé de piller toutes les richesses du pays. Le pétrole, les terres, les richesses maritimes. Saleh n'a pas bâti un État. Saleh a détruit notre État. Dans ce pays, l'un des plus pauvres du monde, où l'eau et la nourriture manquent, où la moitié des enfants souffrent de malnutrition et où le chômage dépasse 40%, les femmes, avec le peuple, osent enfin réclamer la chute du président Ali Abdallah Saleh, qui règne sans partage depuis plus de 33 ans. Nadia veut nous montrer l'incroyable libération de la parole, de celle que l'on n'entendait jamais au Yémen. Avant la révolution, la femme ne devait pas parler ni s'instruire. Si elle allait à l'université, si elle sortait de chez elle, c'était une honte. La femme ne comptait pour rien, on la méprisait. Aujourd'hui, le regard sur nous de toute la société yéménite a changé. Ça y est, la femme a enfin pu sortir ce qu'elle avait au fond d'elle-même. Car si les choses restent enfermées trop longtemps dans un cœur, il implose. Je peux prendre une photo ?
Nous, les femmes, on savait depuis le début qu'on pouvait être tuées, être enlevées. Mais notre désir de construire un État nouveau pour vivre dans la dignité est plus fort que tout. C'est pour ça que nous n'avons peur de rien. Nous avons choisi la victoire ou la mort. La victoire ou la mort. Alors, depuis le premier jour de la révolte, Nadia filme la colère et l'espoir de son peuple. Le rêve d'une nation. Pour mieux le comprendre, Nadia nous montre les images qu'elle a filmées depuis l'hiver 2011 en parcourant son pays. Elles sont une chronique unique de la révolte des femmes yéménites. Au départ, elles sont une poignée de téméraires à oser sortir pour la première fois de l'isolement de leur foyer et rejoindre les hommes dans les manifestations pacifiques. Des images étonnantes. Dans un pays où la condition des femmes est l'une des pires au monde, mariage forcé parfois dès l'enfance, un taux de 70% d'illettrisme, loi des tribus et dogmatisme d'une société patriarcale. Aux côtés des hommes, les femmes du Yémen ont marché des milliers de kilomètres pendant des semaines, parfois des mois. Elles sont de toutes les classes sociales, elles viennent des villes, mais aussi des campagnes. Peu à peu, elles sont des milliers, puis des dizaines de milliers. Libérées de leur peur et des interdits, elles défient l'État et les fatwas. Lorsque le président Ali Saleh leur dit de rentrer chez elles et que c'est contre le Coran de manifester aux côtés des hommes, elles iront brûler leurs voiles sur la place publique. Elles s'interposent même et font face à l'armée. Et lorsque les marches pacifiques sont matées dans le sang, faisant des centaines de morts, les femmes seront parmi les premières victimes. Des dizaines de femmes meurent comme ici dans la ville de Thèse, où elles seront tuées par les snipers du régime. Au fil des semaines, l'armée refusera de continuer à tirer sur elles. Après des mois de marche pacifique, des milliers de femmes et d'hommes venus de tout le pays se sont regroupés sur la place du changement à Sanaa, formant au fil des mois un véritable village de tentes, un camp de la révolte pour faire tomber le dictateur. Au cœur du campement, une tente attire les révoltés, celle de Tawakkul Karman, surnommée la mère de la révolution, celle en qui le peuple espère. C'est elle qui a inspiré Nadia la Camera Woman et des dizaines de milliers de femmes. Nous n'avons plus de tente. Elle s'est effondrée, on n'a plus rien. Aidez-nous, donnez-nous une tente. Ne vous inquiétez pas, venez voir Saïd et il va régler le problème. On va vous aider. Tawakkul, je t'ai laissé mon numéro de téléphone sur ton compte Facebook. Voici mes neveux et nièces qui aimeraient bien une photo avec toi. À 32 ans, mère de 3 enfants, féministe engagée, Tawakkul Karman dirige une association appelée Les Femmes Journalistes Sans Chaîne. Elle milite depuis des années pour les droits humains. Sur ces images amateurs tournées par des téléphones portables que nous donnent des femmes yéménites, nous découvrons celle qui a organisé les premiers rassemblements de la Révolution devant les grilles de l'université de Sanaa en janvier 2011. De semaine en semaine, elle devient l'égérie du mouvement de protestation à travers le pays. Tawakkul Karman devient aussi l'ennemi du régime, les extrémistes la menacent de mort. Elle sera arrêtée, puis libérée sous la pression de la rue. Elle va inspirer des milliers de femmes yéménites à oser sortir revendiquer leurs droits. Elle est aussi adoubée par les hommes. Ils sont des centaines de milliers à la suivre. Le courage de Tawakkul Karman est récompensé par le prix Nobel de la paix en octobre 2011. Après la cérémonie des Nobel à Oslo et 2 mois de tournée internationale, le retour au pays de l'icône de la Révolution prend des allures de sacre.
Elle devient celle qui incarne l'espoir et la fierté de tout un peuple. Tawakkul Karman est appelée la nouvelle reine de Saba, en honneur à celle qui incarne pour tous les Yéménites le règne de la femme qui amena la paix et la prospérité sur le royaume au Xe siècle avant Jésus-Christ. C'est la première fois que le Nobel récompense une femme arabe. Elle est la plus jeune prix Nobel de l'histoire. Des centaines de milliers de Yéménites l'accueillent sur la place du changement, le lieu de la révolution. Et pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, le Yémen célèbre sa nouvelle reine. Chers amis, c'est vous qui avez obtenu le prix Nobel de la paix. Car vous avez gagné l'admiration du monde entier. On vous croyait des bandits, rien que ça. On vous imaginait des ravisseurs et des terroristes. On vous réduisait, vous les femmes, à une grande cape noire, soumise, qui se déplace et qui erre sans but. Mais on a enfin découvert que vous étiez un grand peuple. Un peuple pacifique qui dit non au terrorisme et à Al-Qaïda. Al-Qaïda, dégage. Al-Qaïda, dégage. Rêve d'une femme à la tête d'un État. Une femme qui ose défier seule, devant des dizaines de milliers de personnes, Al-Qaïda. Bien que membre du parti Al-Islah, proche des frères musulmans, Tawakkul Karman se revendique d'un islam libéral et tente de faire évoluer son parti de l'intérieur. Elle refuse de porter le niqab. Ici, c'est l'antichambre de la révolution. À peine revenue dans son pays, malgré les menaces des extrémistes, elle se rend à la télévision de la Révolution installée sur la place du changement pour donner un message à son peuple. J'ai pu faire entendre la voix de la révolution aux décideurs du monde. J'ai visité 15 pays environ où j'ai rencontré les plus hauts responsables. Il faut que cette révolution continue et qu'elle sache que sa mission a pour objectif de dégager les corrompus et de ne surtout pas les remplacer par d'autres corrompus. Nous voulons débarrasser notre pays de tous les criminels. Nous voulons passer à un État civil et moderne. Nous devons mettre fin à cette improvisation qui est à l'origine du retard qu'a connu notre pays. Le peuple, les jeunes, en sont capables et je les invite à continuer cette révolution afin de construire un nouveau Yémen, aussi beau qu'un cadeau qui n'a pas encore été ouvert, comme on dit chez nous. Je viens juste d'avoir une fille que j'ai appelée Tawakkul. Je suis fier de la révolutionnaire Tawakkul Karman. C'est elle qui en premier a fait éclater la révolte au Yémen et a encouragé les jeunes. Elle nous a appelés à manifester de manière pacifique. C'est pour cela qu'elle mérite le prix Nobel de la paix. Elle mérite même beaucoup plus parce que c'est une femme révolutionnaire et qu'à elle seule, elle vaut 1 million d'hommes. La démocratie signifie la liberté pour tous, y compris pour les femmes. Il n'y a pas de problème. Nous voulons que la femme participe à tout. Nous voulons l'égalité entre hommes et femmes. Étonnante parole de ces hommes. Pour eux, en obtenant le prix Nobel de la paix, Tawakkul Karman redonne sa fierté au peuple du Yémen, qui a souffert toutes ces années d'être systématiquement associé au terrorisme
et à Al-Qaïda. Le peuple du Yémen me fait confiance. Et surtout, il a appris à se faire confiance. Le peuple a eu ce rêve qu'il pouvait accomplir beaucoup de choses. Alors oui, j'aime le mot espoir, j'aime le mot rêve. Et je suis tellement heureuse et tellement fière quand je vois mon peuple qui rêve et qui espère, et qui fait tout pour réaliser son rêve et son espoir. Dans ce quartier pauvre du nord de Sanaa, tous espèrent le changement. Ersan Doguesh et sa famille se sont engagés dans la révolte depuis les premières semaines. Chez les Doguesh, la liberté a toujours été transmise aux enfants à l'abri des regards du régime. Le père a fait plusieurs années de prison en raison de son activisme contre le pouvoir d'Ali Saleh. Lorsque la révolution a commencé, j'y suis allée. Je n'ai pas hésité. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui m'a encouragée. C'est tellement bien dehors. Je ne changerai ça pour rien au monde. Moi, j'aime qu'Ersan soit une femme indépendante. Je crois que cette révolution va faire en sorte que nous, les hommes, on donne une chance aux femmes d'être des partenaires de nos vies. Qu'elles ne soient plus des femmes au foyer, mais qu'elles soient avec nous, à nos côtés. Liberté, liberté! Ilyas, mets bien le drapeau sur tes épaules. Ersan, mère de 5 enfants, n'a pas pu faire d'études et jusque-là s'occuper exclusivement de son foyer. La révolution a changé son destin. Pour que ses enfants aient un avenir possible, elle les a entraînés avec son mari dans le tourbillon révolutionnaire. La liberté, c'est quelque chose de merveilleux. Mais la liberté a un prix. Elle coûte cher. Il faut beaucoup lutter pour avoir la liberté totale. Quand on a commencé notre mouvement ici, c'était il y a 10 mois, on a installé une grande pancarte. 4 kilomètres de liberté. Ici, c'est notre île. Oui, notre île de la liberté. Les Doguesh campent depuis près d'1 an sur la place du changement. Ils ne rentrent chez eux qu'une fois par mois. Dans l'immense village de tentes, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants arrivent tous les jours. Ils sont de toutes les tendances politiques, libéraux, socialistes, islamistes, de tous les milieux sociaux, universitaires, hommes d'affaires, avocats, étudiants et ouvriers. Ici, on discute sans fin. Comment reconstruire le pays? Qu'est-ce que la démocratie? Quelle place donner aux femmes et aux jeunes? Naissance d'une société civile. Ilyas avait à peine 3 mois quand Ersan s'est installé ici avec les siens. Toute la journée dans la tente de la famille Doguesh, on rêve d'une nouvelle société. On doit voir le visage des femmes. Mon mari est d'accord. Lui, il est même contre le port du voile. Quant au niqab, comme celui que porte l'amie de ma fille, eh bien nous ici, toute notre famille, on est contre. Vous n'aimez pas le niqab? Et toi, tu en penses quoi? Tu veux l'enlever, ton niqab? Bah, c'est la liberté. Les femmes sont des êtres magnifiques. Je ne crois pas que le Coran dise qu'elles doivent porter le niqab. Les femmes doivent être libres. Et vous, que pensez-vous des femmes du Yémen? Ah, la femme. En fait, le Yémen, tout au long de son histoire, a eu des femmes remarquables, comme la reine de Saba. Sous son règne, nous étions les maîtres du monde. Alors qu'à cette époque, vous en Occident, vous n'aviez pas une femme au pouvoir, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, les femmes yéménites représentent la moitié de la société, la moitié de la révolution, et même plus. Et moi je vous le dis, nous ne sommes pas contre qu'une femme soit à la tête du pays. Génial! Aujourd'hui, grâce à la révolution, nos projets peuvent enfin se réaliser. Nous sommes devenues très fortes. Les hommes ne pourront plus jamais nous rabaisser, nous empêcher d'atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient. Nous sommes devenus tout à fait égales aux hommes. Nous avons le droit de vivre et de rêver d'être ministre, d'être au pouvoir et bien plus encore. Moi, mon rêve, c'est d'être la présidente du pays, ou la première ministre, ou secrétaire générale des Nations Unies. Pas moins que ça. Une fois devenue présidente, je vais essayer de donner la priorité à l'éducation. Je veux tout faire pour que mon pays se développe, pour que le citoyen yéménite ait conscience de ses droits et qu'il devienne enfin un homme digne. Ersan a été surnommée la mère de la place. Salut les jeunes. Dès les premiers jours, elle a pris en charge les questions de logistique de l'immense campement. Elle tente aussi de réveiller les consciences. Bonjour les filles. Ah, j'aime pas embrasser les voiles. Bon les filles, pour vous, qu'est-ce que c'est la démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est nommer un seul candidat? Non, c'est pas la démocratie, ça. Pour des élections, il nous faut bien plusieurs candidats. Bien sûr, sinon c'est pas des élections. On est d'accord, sinon c'est pas des élections. Je fais tout ça pour mes enfants, pour que mes filles et que les autres filles du Yémen aussi aient leur chance. Qu'elles soient fortes et arrachent leurs droits un par un. J'aimerais qu'elles participent à la vie politique du pays. Cette révolution a suivi deux voies parallèles. C'est d'abord une révolte contre un tyran, un dictateur, Ali Abdallah Saleh. Et puis c'est une révolte sociale contre les traditions, les coutumes, et même contre les fatwas injustes qui accordent à la femme un rôle très marginal, et qui la relèguent à son seul rôle domestique, qui la force à rester à la maison. Notre révolte a restitué à la femme tous ses droits et toute sa force, et elle l'a placée au premier rang. Et la femme a de son côté permis à la révolution de réussir et d'être admirée par le monde entier. L'étau se fissure. Dans un pays où le poids des traditions a toujours réduit la femme à n'être qu'une ombre. Dans l'attente du centre de presse de la Révolution, la jeune génération vit déjà ce bouleversement des valeurs. Nadia, elle vit sa liberté, mais elle reste en prison sous son voile. Mais non, moi je me sens libre avec mon voile. Je suis libre. Ce qui est important, c'est ce que je fais. C'est mon travail. C'est ça ce que je suis vraiment. J'espère qu'aujourd'hui tout va changer. J'espère qu'on ne fixera plus l'âge du mariage des filles, qu'on ne les mariera plus de force dès l'enfance, que les femmes pourront se marier quand elles veulent. Il faut que la fille et le garçon prennent leur temps pour réfléchir avant de se décider. Il faut que les traditions changent. Ici sur la place, beaucoup de gens changent de regard sur les relations hommes-femmes. Sur le long terme, les choses vont bouger. Nous sommes actuellement dans une étape de la révolution qui est une forme de perforation dans un mur. C'est ce qui fait rentrer la lumière dans une chambre noire où le régime nous a enfermés toutes ces années.
Aujourd'hui, c'est à la société de détruire le reste du mur et faire entrer toute la lumière. Le peuple doit bâtir une société civile et créer un nouveau système politique. Et notre État doit être laïque. Oui, laïque, c'est sûr. On voudrait que notre pays soit laïque. Il y a une grande prise de conscience sur l'importance de l'égalité, des libertés. C'est pour cela que je suis très optimiste. Et je me dis que même si nous ne vivons pas, nous, à court terme, l'État dont nous avons rêvé et pour lequel certains d'entre nous sont tombés en martyrs, les prochaines générations en profiteront. L'État civil et laïque éliminera le moindre extrémisme dans notre société. Et dans cette société, femmes et hommes seront égaux? Oui, bien sûr. Et maintenant, ils sont égaux. Ce dont nous avons peur, c'est que les femmes prennent plus de droits qu'elles ne devraient. Et à force, eh bien nous les hommes, on devra revenir sur la place du changement. Et on devra manifester pour défendre nos droits. Il faut que ça reste équilibré. On est d'accord pour l'équilibre, mais pas pour perdre nos droits. Oui, et nous aurons une armée pour les tuer. On a privé les femmes depuis tant d'années de leurs droits que si aujourd'hui elles décident de se venger, eh bien franchement, l'enfer c'est mieux. S'il te plaît, je veux ma liberté. S'il te plaît, rends-moi ma liberté. Les semaines passent, la révolte s'installe. Une révolte demeurée pacifique, malgré 70 millions d'armes pour 22 millions d'habitants, et alors que certains craignaient un scénario à la syrienne. Fin février 2012, le président Saleh finit par partir en obtenant des garanties d'immunité. Un président par intérim, Mansour al-Hadi, est nommé. Mais le peuple persiste. Il exige la démission de tous les responsables liés à l'ancien régime. Nadia et Afra, les deux étudiantes, se prennent à croire que leur révolution est en train de réussir. Les ministres de l'armée et des forces de sécurité viennent d'être limogés. Ils appartiennent tous aux forces aériennes du pays. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va de plus en plus loin car l'armée a bougé. Quand l'armée soutenait Ali Saleh, ça a bloqué le mouvement. Maintenant que l'armée nous soutient, plus rien ne peut nous empêcher de réussir. Ils disent « dégage, dégage !» La situation au Yémen est très particulière, parce que la moitié de l'armée est toujours aux mains de la famille de Ali Abdallah Saleh, qui continue à tirer les ficelles. Dans chaque institution, Saleh a placé les siens pour piller le pays. C'est pour ça que notre révolution se prolonge un peu. Mais on est déterminé à faire tomber tous les corrompus, pour fonder un nouveau Yémen, un État avec de véritables ministères et de vraies institutions publiques. Au fil des mois de l'insurrection populaire, les têtes tombent dans toutes les sphères de la société. Militaires, professeurs, ingénieurs, médecins et infirmières, tous réclament la démission des hiérarchies corrompues pour construire un pays neuf. Jusqu'à ces écolières qui, mécontentes de leur directrice d'école proche du clan de l'ancien président Saleh, viennent d'obtenir son limogeage après 2 semaines de grève. Ils ont tiré des balles dans l'école. Ils ont brisé des bâtons en bois contre notre dos. Ils n'ont pas fait que ça, ils nous ont aussi tapés avec des bâtons en fer. Mais si la directrice s'arme du feu et du fer, nous nous armons du savoir. Nous voulons que l'injustice disparaisse et que chaque élève ait ses droits. Et surtout le droit d'apprendre. C'est ce que nous voulons. Et nous exigeons le respect de la part des enseignants.
Après avoir été menacées par leur directrice, ces adolescentes ont écrit au ministre de l'Éducation pour se plaindre. Dans l'atmosphère insurrectionnelle, le gouvernement transitoire a entendu les collégiennes rebelles. Elles viennent célébrer leur victoire, place du changement. Vous nous avez appris la liberté. Vous nous avez appris comment demeurer pacifique, comment résister et comment en être fier. Et nous avons appliqué ce que vous nous avez appris dans tous les services publics, dont le premier est l'établissement scolaire qui va instruire les générations futures. Nous y avons rejeté l'injustice, la dictature, pour que naisse une génération instruite, cultivée, qui n'accepte pas d'être dirigée, ni matée par des oppresseurs ou des tyrans. Merci à vous. Insurrection sans fin. La place du changement s'est transformée en tribune du peuple. Inquiétude aussi. Ces derniers temps, les courants islamiques les plus conservateurs ont gagné en influence. Depuis 2 mois, ils ont obtenu que les femmes soient désormais séparées des hommes. Ségrégation dans la révolution. Ersan Dogesh, la maire de la place, est inquiète face à la montée des courants wahhabites venus d'Arabie Saoudite. Ceux-là même qui ont progressivement imposé le niqab aux femmes du Yémen depuis 20 ans et qui aujourd'hui les écartent du lieu de la révolution. Ersan tente de convaincre les femmes de refuser ces nouvelles barrières. Je n'aime pas que l'on mette des barrières sur notre place. C'est moi qui décide si je veux être à part ou non. Que ces barrières soient imposées, c'est une entrave à ma liberté. C'est pas pour ça qu'on a fait la révolution. Ils font la même chose que nous faisait subir Ali Saleh. Sans cette barrière, il y a de la mixité. Nous savons bien nous comporter entre nous. Et de toute façon, face aux comportements mauvais, ce ne sont pas les barrières qui changeront quelque chose, c'est n'importe quoi. Je ne peux plus respirer ici, je suis comme une poule, moi. Je déteste ça. Tu ne trouves pas qu'on est ici enfermés comme des animaux? Oui, t'as raison. C'est une prison ici. Période incertaine. Entre révoltes qui s'installent, montée des extrémismes religieux, menaces de sécession de certaines régions et tentatives de déstabilisation par les fidèles de l'ancien régime. Pour que la révolution ne s'essouffle pas, Tawakkul Karman est revenue au pays afin de remobiliser son peuple. Elle a passé ces derniers mois à parcourir le monde, devenue porte-parole des femmes yéménites et de la femme arabe, à la tribune de l'ONU à New York, à Genève, à Paris et à Londres. Aujourd'hui soutenue par l'armée, elle veut obtenir que les anciens responsables du régime soient jugés et surtout commencer à poser les bases d'un nouvel État. Je suis si heureuse et si fière d'eux. Ils sont magnifiques. Ils sont en train de réussir quelque chose de grand. Je suis très fière. Je vous promets que je vais rester avec vous, avec toutes les femmes de ce pays, avec les hommes aussi. Nous tracerons les traits de ce nouveau pays, nous dessinerons ensemble son avenir. Nous lui rendrons son histoire glorieuse.
Nous resterons sur la place du changement jusqu'à ce que nous obtenions un État pour les citoyens. Un État qui questionne les responsables et pas un État qui donne l'immunité aux corrompus. Ce sera dans les premiers articles de notre Constitution. Au Yémen, le pouvoir sera désormais responsable devant le peuple. C'est une période historique pour construire un nouveau Yémen sur des bases saines, solides et justes. Ali Saleh tente de déstabiliser la situation. Et il peut le faire à cause de l'immunité qu'on lui a donnée. C'est lui qui est derrière les coupures d'électricité dans le pays et les problèmes d'essence. Et puis c'est aussi lui qui est derrière les assassinats contre les militaires. Il est en train de mettre en danger la paix au Yémen. Et en faisant ça, il s'attaque aux rêves du peuple. Il devra en répondre devant la justice très bientôt. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de paix sans justice. Tawakkul Karman accepte pour la première fois une équipe de télévision dans sa maison dont le lieu est tenu secret. L'appartement où elle vivait avec son mari et ses 3 enfants a été saccagé par les hommes de main de l'ancien régime, pour qui elle est la femme à abattre. Elle est aussi de plus en plus menacée par Al-Qaïda. Je n'ai pas peur. Je n'ai jamais eu peur et je n'aurai pas peur. Le temps est venu de briser toutes les peurs autour de nous, de construire un beau futur sans ces peurs. Car si on a peur aujourd'hui, on perdra notre futur, le futur de nos enfants et des générations à venir. Lutter coûte que coûte. Se battre jusqu'au bout pour le futur de leurs enfants, de leur pays. Tawakkul, Ersan, Nadia, des femmes unies par le même rêve. Après 2 ans de révolution, le Yémen tente de se reconstruire. Un long processus de transition démocratique, menacé en permanence par des attentats et des enlèvements d'occidentaux. Al-Qaïda, chef de tribu, partisan de l'ancien président Saleh, autant de forces en présence qui œuvrent à la déstabilisation. Sanaa, la capitale, est une ville désormais sous haute sécurité. Les risques de se faire kidnapper sont à chaque coin de rue. Pendant tout notre tournage, nous resterons à l'abri des maisons, des voitures. Au printemps 2013, le gouvernement transitoire, les femmes, les jeunes et tous les partis politiques ont commencé un dialogue national de 6 mois pour tenter de bâtir un nouvel État. Nadia, la caméra-woman de la Révolution, est devenue représentante des jeunes au sein du dialogue national. Je préférais avant. Sur la place du changement, la liberté, tout était facile. Maintenant, on essaye de réussir quelque chose de très dur. Et je sens une immense responsabilité vis-à-vis de mon pays. C'est très difficile avec toutes ces forces politiques. Il y a des choses sales en politique. Ils te sourient et par derrière font des sales coups. C'est dur car je n'ai aucune expérience politique. Mais je commence à m'adapter. J'ai beaucoup de pression, car c'est grâce à nous les femmes de la Révolution qu'il y a eu ce dialogue national. Donc on doit réussir. Malheureusement, il y a toujours des forces obscures qui veulent prendre le pouvoir, avec des groupes armés. Mais on va y arriver. Ces jours-ci à Sanaa, les tentatives d'assassinat contre tous ceux qui veulent favoriser une transition démocratique
sont presque quotidiennes. Un peu à l'extérieur de la ville, un hôtel 5 étoiles transformé pour l'occasion en véritable bunker abrite les députés du dialogue national. Le périmètre est sécurisé sur plus de 7 km alentour. La conférence est financée par l'ONU, l'Union européenne et les pays du Golfe. Nadia fait partie des 565 membres du dialogue national. Ces femmes et ces hommes ont 6 mois pour bâtir les fondements d'un nouveau pays, se mettre d'accord sur une nouvelle constitution et réconcilier les différents clans. Ici, la révolte des femmes continue. Aujourd'hui, elles manifestent pour réclamer 30% des sièges au sein du dialogue. Elles en ont déjà 25%. Avant, il n'y avait qu'une seule femme au Parlement. Je dis toujours aux hommes, laissez-nous gouverner, car dans l'histoire du Yémen, c'est la reine de Saba qui a été la seule à amener la paix et la prospérité dans notre pays. Dès que les hommes gouvernent au Yémen, ce n'est que pour eux-mêmes. Alors aujourd'hui, je leur dis, laissez-nous donc, nous les femmes, changer le pays. Des femmes qui, jour après jour, font changer les mentalités d'une société clanique, jusque-là exclusivement masculine. Elles sont pour la première fois assises aux côtés des cheikhs, des chefs de tribus, des islamistes et des clans de l'ancien régime. Une cohabitation difficile les premiers mois, mais qui semble désormais presque évidente. Il faut qu'on se mette d'accord sur les différents points, sinon d'autres vont prendre les décisions à notre place. On est nombreux ici, et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il faut qu'on ait une vision unifiée, sinon les forces de l'ancien régime vont reprendre le dessus. J'aimerais rajouter quelque chose. Voilà une pétition pour qu'il y ait 30% de femmes dans ce dialogue national. Ce n'est pas un texte sacré comme le Coran, mais c'est honteux que les engagements pris ne soient pas respectés. C'est à ce dialogue de construire notre futur État. Alors, il faut respecter ces engagements. Allez, signe. Ok les filles, je vais la signer votre pétition. Elles peuvent être 50% si elles veulent. C'est très important qu'elles soient là car elles représentent la moitié de la société. Ici, au dialogue national, les femmes ça va, mais beaucoup exagèrent. Après, elles devront retourner chez elles. Il ne faut pas que les femmes fassent ce que font les hommes. À chacun son rôle. C'est la nature de la société. Et la nature des femmes, c'est physiologique. Elles doivent rester à la maison. Tu sais que c'est très important que les femmes soient ici. On n'est même pas 27%. Mais oui, c'est ça. On doit être plus nombreuses, c'est tout. Pendant ces 6 mois de dialogue national, de comité en comité, les femmes gagnent en assurance et osent défier les plus conservateurs. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y en a qui demandent que soit inscrit dans la Constitution que l'armée défende le pays et la religion? Le rôle de l'armée, c'est de protéger le pays, mais pas la religion. Il faut faire très attention car cela va permettre à l'armée d'aller au nom de Dieu faire la guerre. C'est les frères musulmans qui veulent instaurer cet article. Inquiétude face à la montée en puissance des frères musulmans au sein du dialogue national, qui rappelle les craintes des femmes égyptiennes et tunisiennes. Mais pour l'heure, les femmes yéménites veillent à ne pas se laisser reprendre leurs droits et à défendre ce qu'elles ont acquis en 2 ans de révolte. L'avenir du pays se détermine ici. Nadia veut parvenir à débarrasser son pays de toutes les traces de l'ancien régime. Depuis quelques semaines, elle est chargée par le dialogue national de faire libérer des prisonniers politiques. Aïcha, une amie rencontrée pendant la Révolution, l'emmène à l'autre bout de la ville.
Une femme au volant au Yémen, une image encore rare. On se dirige maintenant vers la prison centrale de Sanaa. C'est la plus grande prison du Yémen. On y va pour tenter de libérer des dizaines de jeunes de la Révolution qui sont prisonniers depuis 2 ans. C'est Ali Saleh qui les a arrêtés. On était sans nouvelles d'eux. Leur famille pensait qu'ils étaient morts. Ça fait 2 ans qu'ils sont en prison sans preuve de culpabilité, sans aucun jugement. Nous on réclame qu'ils soient jugés et libérés. Nadia tente de rejoindre des femmes qui font un sitting dans la cour intérieure de la prison et menace de faire une grève de la faim pour obtenir la libération des prisonniers. Laissez-la rentrer, elle fait partie du dialogue national. C'est écrit là, Nadia Abdullah, membre du dialogue national. Elle a le droit de rentrer, ça fait partie de ses fonctions. Mais ici, l'ancien président Saleh a encore beaucoup de soutien. Les gardiens de la prison mettront plus d'1 heure à nous laisser entrer. Finalement, Nadia retrouve les grévistes, des étudiantes, des jeunes féministes, des familles de prisonniers. Et puis son ancienne amie de lutte, Afra, qui était avec elle sur la place du changement. Il faut tout faire pour libérer les prisonniers. On va dire au pouvoir, soit vous libérez les prisonniers, soit on demande la levée de l'immunité de Saleh. Ça leur fait vraiment peur. C'est comme ça qu'on va gagner. On va continuer. On ne peut pas s'arrêter maintenant. On doit continuer, pas pour moi, Afra, ou pour Nadia, ou pour nos amis qui sont emprisonnés à l'intérieur, mais pour tout le Yémen. Aujourd'hui, on sent que le poids de tout le pays est sur nos épaules. Alors on doit avancer. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas. Après 2 semaines de grève dans l'enceinte de la prison, Nadia et les femmes obtiendront la libération des derniers prisonniers politiques de l'ancien régime. Il n'y a plus de place ici pour les criminels. Honte aux assassins. Que ceux qui ont tué nos enfants quittent la salle. La liberté de parole des femmes se poursuit au sein même du palais présidentiel. En pleine assemblée plénière, alors que les membres du dialogue national s'apprêtent à entendre le discours du président, un incident éclate. Les jeunes vont triompher. Un nouveau Yémen va naître. Scène inimaginable, où des femmes parviennent à faire sortir un cheikh, l'un des hommes les plus influents du Yémen, soupçonné d'être responsable de la mort de plusieurs étudiants. Face à la multiplication des attentats et face aux menaces de sécession du sud du pays qui ravivent le spectre d'une guerre civile, le président Mansour al-Hadi veut rassurer. L'issue du dialogue national est cruciale pour restaurer la stabilité au Yémen. Le président par intérim vient de confier à Tawakkul Karman la tâche de superviser les travaux des commissions pour parvenir le plus vite possible à un consensus. Le temps presse, les élections présidentielles sont prévues en février 2014. La femme est le présent et le futur de notre pays. Les femmes ont été à la tête de la révolution. Aujourd'hui, la femme ne doit pas être marginalisée. Il faut que son rôle dans le futur soit garanti par la nouvelle constitution, que ce soit écrit dans les nouvelles lois, pour être sûr qu'on ne perde pas ce pourquoi on s'est battu et ce pourquoi on a fait tant de sacrifices. L'avenir des femmes du Yémen se construit au fil des mois, mais il est encore incertain. Après 2 ans de campement révolutionnaire, la place du changement s'est peu à peu vidée. Les 4 kilomètres de liberté sont désormais un petit îlot d'irréductibles.
Des clans qui s'opposent au dialogue national, mais aussi des jeunes qui ne sont pas satisfaits de la transition en cours. Sentiment que leur révolution, celle du peuple, aurait été confisquée par les partis. Que les martyrs de la révolution seraient morts pour rien. Ersan et sa famille sont toujours dans la résistance. Méfiants face au dialogue national où trop d'anciens du régime sont encore là et où les frères musulmans gagnent en influence. Les Dougesh ne vivent plus depuis 6 mois sur la place, mais ils y viennent presque tous les jours. Leurs rêves de liberté sont toujours en suspens. Là, c'était ma tante. Regardez, je vais nettoyer tout ça. Les jeunes vont m'aider. On va reconstruire notre tente et continuer de résister. On va la réparer, la ranger et on fera pareil pour notre pays. Tout est encore à faire. Je vais revenir m'installer ici et on va recommencer la révolution. Face aux promesses non tenues, ils sont aujourd'hui nombreux au Yémen, comme la famille Dougesh, à vouloir poursuivre le combat. Moi, j'ai grandi dans une période de dictature, où on souffrait beaucoup. On mettait toujours mon père en prison. Je vais poursuivre la lutte, car je ne souhaite pas cette vie-là à mon petit frère Ilyas. Il est né libre, et je veux qu'il reste libre, qu'il vive dans un pays libre. Dans le reste du pays, le peuple espère toujours une vie meilleure. Les changements rêvés se font attendre. La pauvreté atteint des niveaux jamais égalés. Dans certaines régions, on parle de famine. Les incertitudes de la période de transition profitent au mouvement terroriste. Sanaa vit dans la crainte des attentats. Le chef d'Al-Qaïda au Yémen a menacé de s'en prendre aux intérêts étrangers. Sur les murs des maisons, de plus en plus d'inscriptions appellent à l'assassinat des Occidentaux. Fragile transition, où l'avenir des femmes se dessine, se tisse, jour après jour, en espérant ne plus jamais revenir aux ténèbres.